Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine donc avec pour thématique la préparation de la retraite. Nous allons nous demander ensemble comment concilier un système donc par répartition vis-à-vis de la retraite avec une anticipation via des investissements et donc notamment plus proche d'un système par capitalisation. C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sarah Slacquemont. Tout d'abord, bonjour Sarah Slacquemont. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice de la clientèle privée chez Cara Capital. Vous allez nous expliquer notamment quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en place pour préparer sa retraite. Nous avons également le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Valérie Batigne. Bonjour Valérie Batigne. Bonjour Nicolas. Vous êtes dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite et on va commencer avec vous Valérie Batigne puisque maintenant c'est fait. La réforme des retraites a été validée. On commence même à avoir une date potentielle de mise en application, d'entrée en vigueur. Une réforme des retraites donc pour mettre à jour ce système par répartition en France. Est-ce que, selon vous, cette réforme des retraites donne un peu de souffle finalement à ce système par répartition tel qu'on le connaît en France aujourd'hui ? Alors elle va donner un peu de souffle. Un peu, mais pas beaucoup. D'accord. Elle va aussi beaucoup le complexifier, on va y venir. C'est une réforme qui rajoute vraiment une couche de complexité, donc qui ne va pas du tout vers la simplification. D'accord. Donc, si on résume, par contre, elle se résume simplement, c'est-à-dire l'âge légal, ce ne sera plus 62 ans, mais 64 ans, c'est-à-dire l'âge à partir duquel j'ai le droit de partir. Et le nombre de trimestres va devenir, si on l'exprime en année, 43 ans pour tout le monde, et ça beaucoup plus tôt que prévu. D'accord. Voilà. Ouais. Mais il faut bien se dire qu'il y a énormément d'exceptions à cet âge légal, c'est-à-dire beaucoup plus de personnes qu'avant pourront partir avant l'âge légal, dans le cadre de départ anticipé, donc soit pour carrière longue, il y a plus de nombreux cas qu'avant de carrière longue, et pour des raisons de santé, dont beaucoup vont devenir des cas de départ anticipé alors qu'elles ne l'étaient pas vraiment. Donc il faut vraiment bien regarder ces droits. C'est plus compliqué qu'avant, mais on peut y trouver des bonnes surprises aussi. D'accord. Voilà. Si on a commencé à travailler particulièrement tôt, par exemple, avant 18 ans ou avant 20 ans, on peut partir... Oui, maintenant il y a même 21 ans. D'accord. Il y a un nouvel âge de départ anticipé qui crée un nouvel âge, qui est 63 ans. Voilà. C'est un des exemples de complexification, mais aussi de bonnes nouvelles relatives. Voilà. Donc il va falloir effectivement commencer peut-être déjà dès maintenant à simuler ces droits à la retraite, puisqu'on rentre dans un système différent, mais qui ne simplifie pas pour autant. Alors ça simplifie peut-être effectivement pour les exceptions qu'il existait sur les régimes spéciaux de départ à la retraite. Ça, pour le coup, c'est simplifié. Alors non, c'est pas simplifié. Non, finalement, pas tant que ça. Parce qu'ils vont rentrer aussi dans le droit commun, mais avec des tables de transition, si vous voulez, très particulières. Bien sûr, beaucoup plus longues que pour les autres. Donc, en fonction des générations et des régimes, on va se trouver encore dans des nombreuses exceptions, jusqu'à ce que tout rentre dans le droit commun, mais ça va faire... longtemps, 10-20 ans. Donc, c'est là où on voit la différence entre la théorie et la pratique, mise en application et la durée de mise en application. Si on reste, avant de rentrer sur la stratégie de préparation, notamment via la capitalisation de sa retraite, si on reste sur ce système par répartition, est-ce qu'il va de toute façon falloir le réformer, le revoir évoluer en lien avec une évolution démographique en France, Valérie Batigne ? Oui. Donc ça, clairement, je pense que pendant ces longs mois de débat, on n'a pas mis l'accent sur quelque chose qui est fondamental et qui est la base de notre système par répartition, c'est la démographie. Et là, les chiffres sont très alarmants et ils sont assez frappants et pas soumis à débat, puisque la démographie, on peut compter les Français plus facilement que compter les déficits. Bien sûr, c'est pour ça que je préfère toujours parler de démographie. Donc les chiffres sont les suivants, entre aujourd'hui et 2040, donc 2040 c'est dans pas longtemps, c'est 17 ans, donc c'est tout petit. Donc, si on compare le nombre de personnes qui ont entre 20 et 64 ans, donc c'est-à-dire globalement le nombre de cotisants, voilà, par rapport au nombre de personnes qui ont plus de 65 ans et plus. Donc, le nombre des 20-64 ans, il est autour de 35 millions, voilà. D'accord. Il diminue un peu, mais ça va. Le gros problème, c'est les personnes qui ont plus de 65 ans. Donc là, elles sont 14 millions aujourd'hui. Elles seront 4 millions de plus dans 17 ans, enfin dans 17 ans en 2040. Ça veut dire un accroissement de leur proportion de plus de 30%. Donc un peu moins de personnes vont devoir financer 4 millions de plus de personnes. Vous voyez la proportion, c'est énorme et on n'a pas pris la mesure de ça. Voilà, on parle de déficit demain. Restons simples avec la démographie déjà. Ça montre l'enjeu du problème qui est énorme.
Donc, on va pouvoir le résoudre, on va y venir. Bon, on essaie d'augmenter l'âge effectif de départ. Bien sûr. C'est pas facile. Ce qui est plus facile, c'est de baisser le montant de la retraite. Parce que ça, on peut le faire par ce que j'appelle les paramètres invisibles. Donc, ça ne se voit pas. D'accord, voilà. oui. Alors, on fait comment on y est tous, on est tous concernés. C'est-à-dire, on paie, vous savez, en France, beaucoup de cotisations sociales, donc notamment beaucoup de cotisations retraite. Ben, petit à petit, avec le même montant de cotisations retraite, on achète de moins en moins de points retraite. C'est-à-dire, on paie autant, voire plus, et on a de moins en moins de droits. Mais on ne le voit pas, parce que c'est exprimé sous forme de points, c'est 4 chiffres après la virgule, si vous voulez, ça ne se voit pas. Mais tous les ans, lentement mais sûrement, c'est exactement. Hein, on acquiert moins de droits. Donc, et ça, c'est quoi? C'est une réalité ou c'est un risque aujourd'hui? C'est une réalité. D'accord. Ouais. Déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. Hein. Donc, c'est une réalité, on va continuer. Donc, même si vous voulez, le corps, c'est dans toutes les projections, hein, c'est-à-dire le niveau de vie des retraités va baisser, voilà, lentement mais sûrement, ça c'est sûr. D'ici 2040, on va perdre à peu près 10 points de pourcentage de niveau de vie relatif, enfin les futurs retraités. Voilà. D'où la nécessité. Donc ça, c'est le tableau. De prévoir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Exactement. Alors on travaille un peu longtemps, mais aussi, voilà, il faut compenser de plus en plus par de l'épargne. Donc ça veut dire que déjà aujourd'hui, il est nécessaire d'anticiper une retraite par capitalisation en plus du système de retraite actuel. Si on veut garder le même niveau de vie à la retraite. C'est sûr, la répartition, c'est basé sur la démographie. Donc si la démographie est vieillissante et qu'il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de futurs retraités, il n'y a pas d'autre solution. Il faut compenser par de l'épargne personnelle. Voilà. Et je dirais, et en plus quand même, se préparer à travailler tous un petit peu plus tard, il faudra bien les deux, si vous voulez, si on veut maintenir le même niveau de vie. Voilà. Sinon, il y a l'option de la frugalité. Mais voilà. Et on va regarder ensemble quelles sont les stratégies justement qui permettent de préparer sa retraite. Sarah Slacmont, je vais y arriver avant la fin de cette émission, excusez-moi. Donc vous êtes directrice de la clientèle privée chez Cara Capital. Déjà, avant de commencer sur les stratégies pour préparer sa retraite, est-ce que vous voyez quand des clientes ou des clients, ou en tout cas des épargnants viennent dans votre bureau, se poser la question de la préparation à la retraite, être un petit peu angoissé avec cette idée de perte de revenus à la retraite? Oui, bien sûr. En fait, nos clients sont principalement des professions libérales, des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs. Et même s'ils le chiffrent pas, même s'ils ne savent pas le chiffrer, ils savent qu'ils vont avoir une perte de revenus à la retraite. Ils ne savent pas combien, ils ne savent pas jusqu'à quand ils vont devoir travailler, mais ils savent quelque part au fond d'eux qu'il y a un sujet et donc qu'il faut s'organiser. Et qu'il faut l'anticiper. Voilà, qu'il faut l'anticiper et qu'il faut le faire idéalement le plus tôt possible. Alors ça, c'est toute la difficulté de savoir quand est-ce que je dois commencer et pour quel montant, etc. Mais oui, ils en ont conscience. Justement, vous nous dites le plus tôt possible, quand ils passent la porte de votre bureau la première fois avec ces sujets d'inquiétude ou cette envie de commencer, ils ont quel âge? Ils ne sont pas si jeunes que ça. Ils regrettent de ne pas avoir commencé, c'est ça? Exactement. En fait, ils ont... allez, on va se dire qu'ils en règle générale, ils commencent à se poser la question peut-être vers 45-50 ans. D'accord, oui. Donc c'est déjà un petit peu tard. Nous, on essaye au quotidien de leur faire comprendre que plus tôt on s'y met, plus c'est facile, en tout cas, plus c'est indolore. Bien sûr, oui. Mais c'est pas toujours facile de parler retraite à quelqu'un de 25 ans ou de 30 ans. La retraite, c'est une notion très lointaine. Ils se disent, je sais même pas si j'aurai droit, je sais même pas si je serai toujours vivant. Enfin, donc en fait, il y a 1001 raisons, 1001 bonnes raisons qui font que finalement, ils n'ont pas très très envie de se poser cette question. Si on rentre dans le concret, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui pour préparer sa retraite avec une toute petite question subsidiaire, si on la commence à 30 ans et si on commence à préparer à 30 ans ou si on commence à préparer à 45 ans, est-ce qu'on commence par les mêmes choses? Alors j'ai fait ce petit exercice justement, alors pas avec ces années-là. Bien sûr, mais je vous laisse prendre les années que vous souhaitez. Moi je me suis dit, bon, si on veut avoir 500 € de plus à la retraite, combien il faut épargner et à partir de quel âge? Et donc si on commence à 25 ans, parce qu'on est très précautionneux, il faut mettre 175 € de côté par mois. D'accord, oui. Si on commence à épargner à 40 ans, c'est 400 €. D'accord. Et si on s'y met à 50, c'est 800 €. D'accord. Donc les différences sont quand même colossales. Et donc évidemment, plus on s'y prend tôt, mieux c'est et plus c'est facile. Bien sûr, facile de mettre de côté 175 € par mois sur son revenu que 800 € à 50 ans. Même si les charges sont différentes, etc. Mais
Oui, l'âge joue beaucoup. Valérie Batigne sur l'âge, oui. Donc justement, pour concrétiser tout ça, donc nous, on est spécialiste à l'origine du conseil en retraite par répartition, mais on ajoute désormais dans tous nos simulateurs les montants d'épargne. D'accord. Qu'elles soient issues de l'épargne personnelle, de l'épargne professionnelle, pour les salariés, de tout ce qui est retraite, enfin épargne dans l'entreprise, pour avoir un certain montant de capital, et on le transforme en équivalent de rente pour vraiment concrétiser ce que j'épargne, mon patrimoine d'aujourd'hui, ce que ça va me donner. Ma retraite de Bien demain, sûr. et faire un équivalent en rente surtout. Parce que les Français n'ont pas l'habitude de se dire, voilà, j'ai 50 000 euros de côté, 100 000 euros de côté, mais ça me fera quoi tous les mois? Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a des simulateurs qui permettent de jouer avec ces chiffres pour vraiment se les approprier et dire tout à fait, voilà, si moi il me faut 1 000 euros de plus par mois, parce que c'est comme ça, voilà, j'ai 30 ans. Eh ben, ça fait quoi? Voilà combien je mets pour avoir. Et ça, c'est très important parce que de l'épargne par capitalisation, il y en a énormément, notamment disponible aussi dans l'entreprise ou via les outils professionnels. Et donc, c'est souvent compliqué aussi. Hein. Bien sûr. La retraite par répartition, c'est compliqué, mais l'épargne tout court, c'est pas non plus super simple. Donc, il faut des outils qui permettent de simplifier tout ça. Concrètement, Sarah Slacquemont, je l'ai bien dit, voilà. On investit dans quoi? Quel premier investissement? Parce qu'effectivement, là, on sait combien on va avoir à la retraite, mais bon, il va falloir générer un peu de plus-value avec ces investissements. Dans quoi est-ce que j'investis? Alors, pour moi, pour nous, le maître mot, c'est la diversification. Il n'y a pas un investissement magique pour avoir une meilleure retraite. Il n'y a pas un investissement qui ne sera pas du tout réalisé dans un objectif de retraite. Il faut vraiment diversifier son épargne pour pouvoir aller capter les spécificités de toutes les classes d'actifs. Évidemment, classiquement, quand on parle de retraite, on parle d'épargne retraite. Bien sûr. Évidemment, donc tout ce qui est aujourd'hui le PER, qui regroupe tous les anciens dispositifs de retraite, Madelin, PER, Partie 83, etc. Donc évidemment que quand on parle de retraite, on a tous en tête le plan d'épargne retraite. D'accord. Donc on commence par ça ? Pas forcément, non ? Pas forcément. D'accord. En fait, si on se dit que le sujet principal, c'est la retraite, oui. Moi, je considère que le sujet principal d'une bonne organisation patrimoniale, c'est la diversification et c'est de réussir à faire coïncider tous ces objectifs. Et si la retraite est un des objectifs, ce qui est en règle générale le cas, il ne faut pas que ce soit le seul objectif poursuivi. Nos clients, ils ont des objectifs de transmission, ils ont des objectifs de capitalisation en règle générale pour si jamais il y a un coup dur qui arrive. Et donc, on fait plusieurs choses. On fait de l'immobilier, on fait des investissements financiers et on fait effectivement de l'épargne retraite à viser retraite quasi exclusivement, mais aussi un petit peu des fiscs. Oui, c'est ça. Hein, ce n'est pas que de l'épargne, effectivement. Le plan épargne retraite, c'est de la défiscalisation aussi. Ce n'est pas que de l'épargne. En fait, on arrive à faire comprendre à nos clients qu'il faut qu'ils se positionnent sur le sujet de la retraite grâce, faut le dire, à l'avantage fiscal. On leur dit, bon, ça vous coûte moins que si vous le faisiez sans cet avantage fiscal. Donc on y va pour ça dans un premier temps. Exactement. Et pourquoi ne pas effectivement préparer sa retraite en même temps? C'est ça. Valérie Batigne, même question. Quand on parle de stratégie de préparation à la retraite, on a parlé d'immobilier, de plan épargne retraite. Qu'est-ce qu'on met en place dans une stratégie de préparation? Donc, en fait, déjà, il faut avoir les grands montants dans sa tête. C'est-à-dire combien j'aurai à peu près avec la retraite par répartition. Parce que c'est quand même... Aujourd'hui, c'est 80% en moyenne des revenus d'un Français à la retraite. D'accord. Donc c'est beaucoup, c'est énorme. Donc ces 80%, même si on sait que ça va baisser, etc., il ne faut pas oublier de les optimiser. Comme je vous dis, il y a plein d'exceptions aux âges de départ, il y a plein de pièges à éviter, plein d'astuces à connaître. Déjà en tant que tel, ça s'optimise. D'accord. Beaucoup trop croient qu'il n'y a rien à faire et puis je prends ma retraite et je découvre le montant. Non, ça se travaille. Voilà. Et là, on peut gagner beaucoup d'argent rien qu'avec ça. Après, sur l'autre portion, les fameux 20% en moyenne, mais qui vont devenir plus, il faut vraiment utiliser tout ce qu'on a à disposition et qui est déjà plus facile que le reste. Alors, je pense aux salariés dans les entreprises, où il y a plein de dispositifs d'épargne retraite entreprise. Je pense aux professionnels qui ont des pairs professionnels. Donc, il y a déjà plein de choses qui sont quelque part un petit peu subventionnées par l'entreprise ou par l'État. Il y a des défiscalisations, etc. Voilà. Ça, c'est de la gestion de bons pères de famille, déjà. Il faut bien connaître et prendre tout ce qu'on peut prendre. Voilà. Et après, on a des stratégies. Alors, il faut un gestionnaire de patrimoine par rapport à son objectif. Est-ce qu'on met d'abord l'acquisition de la résidence principale ?
Ça dépend aussi de son patrimoine, ça dépend de son âge, ça dépend de plein de choses. Mais déjà, comprendre le système et faire tout ce qui est optimisé ou quelque part subventionné, si vous voulez. Voilà. Et on finira avec vous, Sarah Slacmont. À quel âge je commence? Est-ce qu'à 25 ans je commence? Non, c'est trop tôt. Si, non, on peut commencer à 25 ans. On vient de commencer à travailler. On vient de commencer à travailler et on peut déjà acheter sa résidence principale ou si on n'est pas stable sur notre vie professionnelle, acheter un bien locatif. Le locataire paye une grosse partie du loyer, du crédit. Bien sûr. Et donc finalement, l'effort d'épargne, il est celui que je vous ai donné, 150, 200 euros, et on peut l'assumer. Donc à 25 ans, on peut commencer. Et il faudra pas oublier de renforcer petit à petit pour essayer de maintenir son niveau de vie à la retraite. Je donnerai également un chiffre qu'on communique beaucoup à nos clients. Le taux de remplacement moyen pour nos clients. Donc le taux de remplacement, c'est la pension de retraite versus le dernier revenu. Il est en moyenne pour nos clients de 30 à 50%. Donc il faut vraiment s'en occuper et on a une pléthore de dispositifs pour y arriver. Merci beaucoup mesdames d'être venues sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.